et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Alors aujourd'hui, nous parlons de violence conjugale. Alors, c'est un sujet qu'on aurait aimé ne pas traiter, qui n'existe pas, mais malheureusement, c'est quelque chose qui existe. C'est une réalité à laquelle on ne peut pas passer à côté. Et pour en parler, je reçois une servante de Dieu qui nous fait la grâce d'être là encore aujourd'hui. Je reçois l'évangéliste Dada Bakombo. Bonjour, évangéliste Dada. Bonjour, pasteur Nathalie. Bonjour. En tout cas, je voudrais souligner aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est vrai, je t'ai demandé cette invitation-là, mais en même temps, tu as étudié dans le domaine, donc tu as l'expertise pour nous aider aujourd'hui. Et vraiment, on parle de violence conjugale aujourd'hui. Et on va spécifier aujourd'hui, on parle de violence conjugale en termes migratoires, donc dans un terme bien précis. Mais pour commencer, comment est-ce qu'on peut définir la violence? Quand est-ce qu'on peut parler qu'il y a de la violence conjugale? En fait, merci pasteur Nathalie pour cette invitation. Il est vrai que le sujet de la violence conjugale est un gros sujet. On ne peut pas prendre une formation de plus de 45 heures en quelques minutes. On s'entend que c'est vraiment... et l'expérience aussi des interventions en la matière en quelques minutes, mais Dieu va nous aider, on va passer à travers l'essentiel. Alors, si on peut définir un peu la violence conjugale, c'est vraiment cette prise de pouvoir par la personne qui exerce la violence. Donc, la violence devient un moyen pour prendre le pouvoir, pour dominer l'autre personne. Donc, on choisit des manières de blesser, d'utiliser la violence aussi dans ce cas. Ouais. Wow. Et à quoi est liée cette violence? Est-ce qu'on devient violent du jour au lendemain? Est-ce qu'on est né violent? À quoi est liée la violence conjugale? Ben, la violence conjugale, de manière générale, elle provient de plusieurs sources. Hein. Elle peut provenir soit de la famille d'où les gens viennent, donc les personnes qui ont tendance en fait à faire ce qu'on appelle en intervention sociale, à répéter les patterns. Donc on répète ce qu'on a vécu ou ce qu'on a subi ou ce qu'on a observé. Ou ça peut être aussi quelque chose dans certaines cultures, hein, c'est trouvé un peu normal quand par exemple un homme tape sa femme, on dit bon, ou on va dire ben, il est jaloux, c'est pour ça qu'il la tape. Non, mais j'ai entendu des termes totalement scandaleux. C'est qu'il y a des femmes qui se font violenter et puis là un peu en termes lingala qui disent que c'est mettre du pili-pili, donc ça c'est pour certaines, c'est normal. Mais c'est une situation qui n'est pas normale. Non, c'est une situation qui n'est pas normale du tout parce que dans le couple, il y a plusieurs manières de communiquer autres que la violence. Justement, donc, de communiquer à travers ce type, cette façon de vouloir dominer, avoir le pouvoir sur quelqu'un, ça, ce n'est pas bien. Et de choisir les manières de blesser, d'utiliser la violence, ça, ce n'est pas bien. Il y a d'autres façons, justement, de communiquer, effectivement. Et pourquoi la violence en termes migratoires? Est-ce que cette violence conjugale serait-elle différente d'une violence dans le contexte migratoire? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Ben, c'est sûr que ici nous parlons de la violence plus spécifiquement en contexte migratoire parce que le processus d'immigration amène beaucoup de choses qui peuvent engendrer la violence. Alors nous sommes ici pour en parler et pour parler des causes, pour parler des pistes d'intervention aussi, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais on va parler aussi des formes de violence parce que beaucoup de personnes ignorent parfois les formes de violence vécues, subies ou des formes de violence que les personnes usent sur les autres. Donc, c'est important aussi de le savoir, mais est-il que le processus migratoire en tant que tel, quand ce n'est pas bien géré, ça peut engendrer vraiment de la violence
Conjugale. Conjugale. Oui. Alors, quelle sorte de violence conjugale, quelle sorte de violence, quelles sont les pistes de solution? D'abord, pour parler juste de la violence conjugale, nous avons environ 6 formes de violence. Peut-être les gens vont dire, waouh, ça, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, mais je vous dis des choses qui sont documentées, des choses sur lesquelles il y a eu des études empiriques, des études qualitatives et quantitatives. Donc, il y a la violence physique, hein, ce qui est de blesser la personne physiquement, de pousser, d'étrangler, de cracher sur la personne, de séquestrer la personne ou de frapper. On a aussi la violence psychologique, ce qui est d'isoler. On peut isoler la femme, en sorte que la femme doute d'elle, de sa valeur, de son estime. On dénigre la personne en public. Et on fait des menaces, on fait des chantages de suicide, donc des déclarations qui culpabilisent la femme, par exemple. Et dans la violence psychologique, en fait, on porte atteinte à l'intégrité de la personne. À ce que la personne est en tant que telle. Parce que quand on parle du psychisme, on parle de l'âme. Oui. Et l'âme, c'est la personnalité de quelqu'un. Absolument. Et la violence verbale, donc on utilise le ton de la voix, soit dans le silence, soit on monte le ton pour maintenir un climat de menace, d'incertitude ou de crainte. On a aussi la violence sexuelle. Et je sais qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de discussions, mais c'est un type de violence, une forme de violence qui a été aussi documentée, aussi partagée par les femmes plus en particulier. Donc, c'est quand vraiment on impose des désirs sans le consentement de l'autre. Donc, c'est un acte qui vise un peu à dominer la sexualité de l'autre. Donc, à la limite, ben, c'est perçu vraiment comme la violence sur le corps de la femme, par exemple, s'il faut parler de la femme, par rapport à son intimité. Et dans la violence sexuelle, il y a aussi la comparaison physique. Hein. Et parfois, on pense que bon, c'est juste anodin, le mari a comparé sa femme avec une autre et des choses comme ça, mais c'est de la violence sexuelle. Qui peut même arriver à atteindre même le psychique de la femme. Absolument. Donc, c'est une violence qui peut être un couteau à double tranchant. Je voudrais un peu arrêter sur ce point-là. Parlant de violence, justement, ça peut faire sujet ou ça fait sujet de débat. Oui. Parce que l'homme pourrait se dire, surtout si on parle de l'homme en tant que chrétien, la Bible nous dit le corps de l'homme appartient à la femme, la femme appartient à l'homme. Donc, l'homme pourrait dire qu'il voudrait avoir ce qui lui appartient. Mais il y a quand même une ligne. Parce que quand est-ce qu'on peut parler de violence? C'est parce qu'il n'y a pas consentement. C'est comment faire là? Parce que la ligne est très mince là-dessus. C'est très, très, très délicat comme point à apporter. Je sais que c'est très délicat, mais selon les écrits, selon ce qu'on dit, que la ligne est vraiment au niveau d'imposer ses désirs. C'est vraiment sans le consentement de l'autre. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait consentement mutuel dans le couple par rapport au désir. On pourrait répondre aussi avec 1 Corinthiens 13. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne blesse pas. Absolument. Donc, quand il y a l'amour, il n'y a pas blessure, il n'y a pas de violence. Oui. Mais c'est très intéressant. Ben, on a aussi la violence spirituelle. Hein. Ça, ça passe parfois inaperçu, mais on va utiliser la spiritualité comme moyen de domination. Hein, ça, on entend beaucoup. Bon, la Bible a dit « femme, soumets-toi ». Voilà. Ou la Bible a dit « Marie, aime ta femme ». Donc, on utilise la spiritualité comme moyen de domination. Et la violence financière, donc, c'est gardé, surtout les femmes. On remarque dans le monde entier, vraiment, ça, c'est perceptible que le ratio homme-femme en termes de finances et de dépendance financière, on voit que les femmes sont beaucoup plus vulnérables, sont beaucoup plus pauvres que les hommes. Donc, ne pas favoriser une certaine autonomie financière ou même l'emploi. Alors, ça, c'est vraiment les types, les formes de violence connues. Alors, est-ce qu'on parle ici de violence faite à la femme ou c'est vice-versa? OK. Il est certain, ça c'est sans contredit, qu'il y a des hommes aussi, les hommes aussi vivent la violence conjugale. Mais pourquoi on va parler plus de la femme? Il y a plus de documentation sur la violence vécue ou subie par les femmes. C'est parce que les femmes en parlent.
les femmes vont chercher de l'aide. Les femmes sont en général plus victimes de cette violence-là. Oui, en effet, il y a des hommes aussi qui en sont victimes de la violence conjugale. Ouais. Alors, on pourrait se poser la question, ça c'est en général, ça c'est Ouais, la ça, violence c'est en général. conjugale en général. Mais en termes migratoires, qu'est-ce qui se passe? D'où vient la différence avec la migration ou au niveau de l'immigration? Bon, au niveau de l'immigration, les causes de la violence en contexte migratoire ont été vraiment bien décelées. Premièrement, il y a le processus d'immigration en lui-même. Ce processus d'immigration fait en sorte qu'il y a un changement de rôle. Un changement de rôle et la famille s'expose à de nouvelles valeurs dans la terre d'accueil. Et ça peut déclencher ou augmenter la violence conjugale vécue surtout par les femmes immigrantes. On a vu beaucoup de femmes immigrantes qui vivent la violence à cause de ça. Donc, le processus d'immigration en soi est une cause assez importante. C'est-à-dire que la femme qui a peut-être vécu une autre condition, on pourrait prendre plusieurs pays, supposons une femme qui a vécu en Arabie, qui était soumise à certaines conditions, arrivée ici où elle se découvre dans cette terre d'accueil, ça pourrait être une source de conflit ou de violence avec son conjoint. Oui, donc on parle aussi évidemment des barrières culturelles, hein, dont l'accès à des services adaptés à la réalité des femmes, donc qui peuvent les rendre plus vulnérables à subir ou d'être maintenues dans une situation de violence conjugale. Donc, quand il y a des barrières culturelles, ben, c'est très difficile pour la femme d'accéder à des services. On parle plus de femmes parce que, bon, on sait que la question de la violence vécue par les femmes est beaucoup plus documentée. Celle vécue par les hommes l'est beaucoup moins. Alors, pour la simple raison que les hommes vont moins chercher de l'aide que les femmes, même s'il y a quand même des aides qui émergent depuis quelques années, spécifiques aux hommes. Alors, le parcours migratoire en lui-même et les défis de l'intégration à la société d'accueil aussi sont des causes de violence conjugale. Alors, c'est deux éléments essentiels à prendre vraiment en compte dans la prévention de la violence conjugale. Parce que les populations immigrantes, quand elles partent de chez elles, de leur pays, ça, tout le monde devrait le comprendre. Tout le monde, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, qu'on soit psychologue, travailleur social, c'est que le problème n'est pas seulement dans la différence de culture. C'est-à-dire, je quitte mon pays, chez nous, on fait ça, on vit comme ça, j'arrive dans un autre pays, mais c'est aussi le processus d'immigration qui va accentuer la vulnérabilité des femmes face à la violence conjugale. Comment? Dans le changement du fonctionnement de la famille. Et parfois, quand la femme précède son mari, par exemple, sur la terre d'accueil, le mari peut rester dans le pays d'origine pendant 4-5 ans. 4-5 ans, c'est... Si la femme vient, par exemple, avec les enfants, c'est quand même 4-5 ans sans ses enfants, sans avoir été présent au quotidien, sans avoir exercé son autorité au quotidien dans la vie des enfants. Aussi, il y a toute la question de redéfinition des rôles. Hein. Très souvent, quand les femmes étaient plus dépendantes dans leur pays d'origine, ben, en ce moment-là, les rôles changent un peu. Exactement. Les rôles changent un peu. Et puis, il y a toutes ces questions de tension. Dans le contexte d'immigration, on fait face aussi à des barrières qui sont structurelles. Hein? Mais pour revenir à ce que tu viens de dire tout à l'heure, parce que concrètement, il y a des exemples de couples où on sait que dans nos pays... parfois, c'est l'homme qui avait le rôle pourvoyeur, c'est l'homme qui avait le rôle du chef. Mais arrivé ici, ça n'empêche pas, l'homme a toujours le rôle du chef, mais seulement il redécouvre sa femme qui aujourd'hui s'est épanouie, a peut-être pris le rôle du chef à cause des circonstances, quoi qu'elle ne l'ait pas, mais ça appartient à l'homme maintenant de s'adapter à la nouvelle vision de sa femme. Oui, oui d'un côté.
c'est sûr que quand, bon, on donne un exemple typique Oui. d'un homme qui rejoint sa Oui, femme oui. dans un processus migratoire, qui Oui. rejoint sa femme quelques années plus tard. Oui. En fait, c'est aux deux de s'adapter. Exactement. L'homme doit comprendre qu'il n'a pas été présent dans la vie des enfants ou de sa femme pendant X années et donc d'intégrer tranquillement son autorité auprès des enfants, Exactement. d'apprivoiser la relation au début. Et la femme aussi doit comprendre que l'homme avait une position haute peut-être dans son pays d'origine et qu'il arrive là, il n'a pas d'emploi, il n'a rien et pendant ce lui temps... donner le temps de... Oui, pendant ce temps, c'est elle qui travaille. Mais lui est à la maison le temps d'arranger ses choses et tout ça. Mais il vit aussi une frustration à l'intérieur de lui qui dit, mais j'étais ceci dans mon pays, mais ici, je ne suis rien. Donc, c'est aussi à la femme de comprendre en fait ce que l'homme vit. Il vit un deuil énorme de ce qu'il était dans son pays d'origine versus ce qu'il devient ici. Et bon... Si la compréhension doit se faire en fait des deux côtés, mais on demande beaucoup plus à la femme d'être compréhensive et pour à l'homme aussi, mais tout ça c'est pour éviter des tensions. Alors dans ce cas-ci, je comprendrais que la violence pourrait naître dans la situation où la femme ne comprendrait pas et qu'elle n'aiderait pas son époux. Peut-être qu'elle serait rebelle, peut-être qu'elle revendiquerait des choses. Ici, tu te tais, c'est ce qui se passe dans le concret. C'est moi qui parle, c'est moi qui dis, c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui paye le loyer. Ben c'est pour ça que, comme je viens de le dire, c'est que la femme doit comprendre par quoi est-ce que son mari est en train de passer en arrivant. C'est-à-dire qu'il perd certaines choses. Il avait probablement une notoriété dans son pays. Arrivé ici, il la perd en fait. Et elle devient le rôle est basculé. Exactement. Maintenant, c'est lui qui dépend d'elle. C'est elle qui va travailler, qui revient. Donc, de concilier ces choses-là. Donc, ça prend beaucoup de sagesse. Ça prend beaucoup de sagesse, oui. Et aussi de la part de l'homme pour comprendre que ben là, j'arrive. Oui, ce sont mes enfants, c'est ma femme. Mais il y a quand même un processus. Je dois apprivoiser les relations. Je dois essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne, comment la société d'accueil fonctionne. Et de trouver un équilibre entre mon pays d'origine et la façon dont la société d'accueil fonctionne, sinon on reste malheureux longtemps. Est-ce que la violence ne n'est pas aussi parce que dans la structure d'accueil, il n'y a pas de ressources suffisantes quand les personnes immigrantes arrivent pour les aider également? Peut-être les ressources manquent ou bien les gens ne s'ouvrent pas à ces ressources-là. Est-ce que c'est connu? En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part les ressources qui existent, mais qui devraient être accrues dans la société ici, la terre d'accueil. Par exemple, des ressources qui devraient jumeler à la fois les connaissances en matière de violence, d'intégration, d'immigration, mais aussi culturelle. Exactement. Vous voyez, parce que si, par exemple, on vient intervenir dans une famille et qu'on trouve que, bon, il y a des situations de violence, mais on ne comprend pas le fond de l'histoire. C'est que cette famille est dans un processus migratoire. Donc, si on ne comprend pas les différents paramètres de la violence en contexte migratoire, on peut faire une approche, on peut faire une intervention qui va probablement faire éclater la famille plutôt que de trouver des solutions pour la réconcilier. Oui, ça prend des services qui s'adaptent, qui s'adaptent vraiment aux réalités culturelles des immigrants. À la limite, s'il faut trouver des personnes qui peuvent interpréter pour les personnes qui sont en faible littératie, d'interpréter les choses. Ça prend aussi des mesures pour pouvoir réinsérer socialement les femmes immigrantes sur le plan économique et professionnel. Et ça prend aussi de sensibiliser toutes les communautés immigrantes dans la terre d'accueil sur les lois, sur les pratiques, sur ce qui se fait, ce qui n'est pas acceptable, parce que évidemment il y a des choses qui ne s'acceptent pas, qui ne se font tout simplement pas. Et aussi de développer, de faire connaître des mesures pour une meilleure accessibilité à des services d'aide culturellement adaptés. Je martèle sur l'aide culturellement adaptée, parce que si les aides ne sont pas culturellement adaptées,
ben, c'est là qu'on on peut faire fausse route dans l'intervention. Alors, rapidement, encore, comme on le disait tout à l'heure, c'est un sujet lourd et on ne pourrait pas vraiment en parler totalement en 20-25 minutes, mais quand même, il y a ce cycle de violence qui s'installe. Comment se fait, comment s'implante ce cycle de violence? Comment est-ce que ça se passe? En fait, le cycle de la violence conjugale, c'est justement par rapport à ce cycle-là où beaucoup de gens demandent, mais pourquoi quand la femme, quand elle est violentée une première fois, pourquoi elle ne s'en va pas? Mais c'est justement à cause de ce cycle de violence. Le cycle de la violence conjugale, il y a d'abord l'étape de la tension. Il y a une tension qui émerge. Donc, le conjoint va poser des gestes pour inclure un climat de tension dans la maison. Donc, au début, le prétexte pour lui, c'est que les problèmes viennent de l'extérieur. Et petit à petit, ben, ça va être la faute de la femme. Mais là, on pourrait retourner même au jardin d'Éden pour dire... C'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a... Oui. Oh oui. Alors, on a aussi, en fait, l'étape de l'agression où on va utiliser concrètement des gestes de violence, des violences physiques ou psychologiques pour donner l'impression qu'on là, on a perdu contrôle. En fait, on n'est plus soi et on consolide son rapport de force. Il y a aussi l'étape de la justification et dans cette étape, c'est très, très, très important. Quand on reçoit des femmes victimes de violences conjugales, il est important de savoir, on peut déceler à travers des questions ouvertes, à quelle étape dans son cycle elle est rendue. Donc, l'objectif ici, c'est de ramener la femme à se culpabiliser et à dire, ben, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Et très souvent, cette étape de justification peut durer très longtemps. Très, très, très longtemps. Et c'est cette étape-là de culpabilisation qui va faire que la femme va rester. Il n'y a pas juste cette étape de culpabilisation, c'est une des étapes. Là, ce qui fait que la femme reste, c'est l'étape de la rémission, qu'on appelle en d'autres termes lune de miel. C'est-à-dire que on la violente aujourd'hui, on la violente, là il y a la tension, il y a tout ça, et puis il y a toute la justification. Et le lendemain, ben, c'est une lune de miel qu'on lui offre. On lui offre un cadeau, une sortie, quelque chose. Alors, ce que la femme fait, psychologiquement, c'est qu'elle se dit, c'est que, en fait, il n'est pas juste mauvais. Elle retrouve l'homme qu'elle a aimé dans ces moments de lune de miel-là, qui sont que temporaires, parce que après, c'est un cycle. Et ça recommence. Que la femme ne vit que par l'amour. Mari, tu aimeras ta femme. La femme vit avec l'amour. Donc, dès qu'on lui démontre de l'amour, elle s'accroche. Elle s'accroche. Elle s'accroche. Donc, pour elle, c'est vraiment, il n'est pas que mauvais. Il n'est pas que mauvais. Donc, pendant cette étape... passagère. Oui. Pendant ce temps, elle se dit, ben, ok, je retrouve enfin l'homme qui m'a aimé au début. Mais, comme on dit, c'est un cycle. Parce qu'après la rémission, il retourne à la tension, mais en s'amplifiant. Et on a vu même des cas où c'est allé jusque dans des homicides, hein, où soit on a tué la femme, ou soit on a tué les enfants. Bon, voilà. Mais justement, dans les ressources ou dans l'aide nécessaire, justement, surtout nous, en tant qu'Église, c'est qu'à un moment donné, dans les pistes, quelles sont les pistes de solution? Ben, les pistes de solution, c'est vraiment, d'abord, moi je dis à tous les intervenants, qu'ils soient religieux, religieuses ou des églises ou pas, tous les intervenants, c'est d'abord d'écouter la personne. D'écouter la personne et aussi d'être quand même aux affûts des informations en matière de violence conjugale. Surtout dans le contexte migratoire, bon, on en parle là, mais en matière de violence conjugale en général, mais dans un contexte migratoire en particulier, de pouvoir être aux affûts des informations. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de parler de certaines choses, le cycle de la violence. Hein. À travers même des entrevues ouvertes avec la personne qui vit la violence, la femme qui est violentée, on peut même déceler le niveau de dangerosité dans lequel elle est. Mais est-ce qu'on va dire à la femme, bon, Dieu vous a unis et puis reste là, et le lendemain, ben, c'est nous qui nous mettons encore à pleurer. Donc, jusqu'où ça va? Ben, à un certain moment, quand la vie de la personne est en danger, il va falloir absolument la sécuriser. Sinon, et sécuriser les enfants, s'il y a lieu. Ben, sinon, ben, on devient vraiment responsable, même devant Dieu, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire.
Quitte à ce qu'on règle les problèmes autrement après. Donc, la première action serait d'abord de sécuriser la femme, comme on dit. Avec les enfants. Le temps de parler, le temps de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Oui. Justement, c'est une question de sécurité. Oui. Parlant de violence conjugale, ça a également une influence ou des conséquences sur les enfants. Absolument, absolument. Nous venons ici de dire justement qu'on répète les patterns. Hein? Donc la violence conjugale a des conséquences très néfastes sur les enfants parce qu'on remarque aussi que quand on a parlé du contexte migratoire, très souvent la frustration, surtout du papa ou de la maman, on va taper les enfants. Ah, toi, quitte ici, on tape les enfants, on déverse sur les enfants nos frustrations, mais ça, ce n'est pas bon. Et aussi de se chicaner, en fait, d'user de la violence devant les enfants, c'est très, très, très néfaste pour les enfants parce que ça les détruit psychologiquement. Autant les filles et les garçons, ça va les toucher à différents niveaux parce que les filles vont intégrer des messages, que c'est peut-être comme ça, la vie, où les garçons vont dire, ben, c'est comme ça qu'un homme doit démontrer la force à sa femme. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment Donc, c'est culturel. très néfaste. Alors, on a ici deux personnes en crise. On a l'homme en crise, on a la femme en crise. Les deux sont victimes finalement. Parce que même si l'homme est celui qui violente, dans ce cas-ci, même si c'est la femme qui violente, dans tous les cas, les deux ont besoin d'aide. Absolument. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? OK. En fait, l'aide pour s'en sortir, il faudrait en parler. Il faudrait en parler à des personnes de confiance encore et de voir en fait les pistes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un climat de paix, de comprendre ce que l'un et l'autre vit. Hein? Parfois, c'est aussi de mettre un peu le culturel de côté, de prendre les choses telles qu'elles sont, de dire, ben, quand je dis mettre le culturel de côté dans le sens où l'intervention ne doit pas se faire à la lumière de la culture. L'intervention doit se faire à la lumière pour les chrétiens de la parole de Dieu, Absolument. de un. Et deuxièmement, l'intervention doit se faire aussi à la lumière de ce qui est du bon sens. Du bon sens. Tout ça. Ce qui est aussi, ce qui n'est pas acceptable. Aussi, et troisièmement, l'intervention devrait se faire aussi de manière à surtout essayer dans la mesure du possible de rétablir la paix. Et en parlant de ça, rétablir la paix, oui, ça peut continuer la relation, aussi d'accepter en tant qu'intervenant, qui qu'on soit, que la relation peut cesser. La relation peut cesser. Parce que peut-être que nous, en tant qu'intervenants, notre vision du problème n'est pas la vision de la personne qui vit dans son cycle de violence. Exactement. La personne peut se sentir dans un certain niveau de dangerosité que peut-être nous, on ne décèle pas. Mais en ce moment-là, c'est à l'intervenant d'aller creuser et de voir, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement pour mieux outiller, aider les gens. Donc, c'est creuser davantage. Absolument. Et puis, c'est de parler. Donc, il faut que les couples, le couple ou les couples, si on peut dire, s'ouvrent, acceptent de parler, Absolument. mais en toute honnêteté de leurs problèmes. Parce qu'il y en a qui essaient de se cacher pour couvrir l'un et l'autre en plus. Donc là, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment les aider. Parce qu'on peut recevoir des gens en relation d'aide, mais s'ils ne s'ouvrent pas pour que véritablement ils aient cette aide-là, malheureusement, on risque de donner une mauvaise solution qui finalement risque d'entraîner des dégâts plus importants. Mais je pourrais dire aussi que d'où l'importance de pouvoir quand même recevoir les personnes séparément. Absolument. Et avoir aussi des connaissances en termes de relations d'aide, les questions qu'on pose dans la relation d'aide pour avoir des informations. Il y a toute une technique de questions qu'on pose. Sinon, on n'aurait pas eu toute cette documentation sur les violences conjugales. C'est parce qu'il y a des gens, des experts qui ont réussi à avoir certaines informations. Donc, c'est aussi de s'outiller en ce sens-là pour mieux aider. Donc, s'outiller soi-même pour aider les autres, ça serait une bonne chose. Alors, je poserai une question aujourd'hui et je pense que plusieurs pourront être d'accord avec. C'est que dans le contexte sociétal, les gens qui ne sont pas chrétiens, quoique nous sommes chrétiens dans la société, mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont plusieurs ressources. Ils peuvent aller consulter tout ça. Mais ceux qui sont dans l'Église, parfois, ont cette réticence-là ou sont peut-être un peu fermés. Et aujourd'hui, on peut le dire, que répond la parole de Dieu par rapport à la violence conjugale? C'est quoi la réponse de la parole?
Ben, la réponse de la parole de Dieu, nous parlons bien dans un contexte conjugal. La Bible dit que les deux ne feront qu'une seule chair. Alors moi, je me dis, mais faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal à soi-même. Exactement. Hein? Je ne peux pas dire, OK, c'est elle que j'ai tapé, mais en fait, je me tape moi-même. Parce que la mathématique de Dieu, c'est 1 plus 1 égale 1. Et aussi, c'est de dire que l'importance de vraiment s'ouvrir aux personnes de confiance. Parce que parfois, quand on veut raconter ses récits, bon, en intervention sociale, nous appelons ça des récits. Donc, quand on veut raconter son récit, on a besoin de cette confiance-là. On a besoin aussi de ne pas être jugé. Ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est les barrières à l'ouverture en entrevue de relation d'aide. C'est quand la personne sait d'avance qu'elle va être jugée. Ah, bon, on va me juger. Non. C'est vraiment d'avoir une attitude en tant qu'intervenant d'ouverture et de non-jugement. Et ça va permettre aux gens de s'ouvrir. Et aussi, en tant qu'intervenant, notre devoir, c'est de faire attention. Quand nous parlons dans la société en général ou quand nous allons, on n'est plus dans un contexte d'église, dans l'église, je veux dire l'église physique, on est dans un contexte familial ou de fête ou avec les amis. Il y a des choses qu'on peut dire, penser que c'est banal, mais les gens captent autour et disent « Ah, ben tiens, c'est comme ça qu'ils pensent des femmes violentées, ben moi je n'irai jamais lui dire mes affaires. » Alors c'est de faire très 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 attention, de prendre conscience du fait que nous sommes des intervenants dans la maison de Dieu, dans l'église, et de faire attention, de garder vraiment cette confiance parce que les gens souffrent. Et les gens souffrent et la violence conjugale est une réalité et donc nous sommes appelés à aider. Déjà, on peut dire que Dieu est contre la violence, surtout violence faite à son semblable. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Dieu est contre la violence, Dieu est amour. Et vraiment, notre prière, encore une fois, c'est que les personnes qui se trouvent en ce moment dans cette souffrance, c'est d'en parler. Il y a des ressources, il y a des ressources. Les ressources sont présentes. C'est d'aller trouver de l'aide, d'aller en parler. Il y a des pistes de solutions. Et surtout, si la vie est mise en danger, il y a un temps, ça va prendre un temps de séparation pour pouvoir régler le problème et surtout mettre à l'abri aussi les enfants qui sont des victimes dans tout ça. L'un n'exclut pas l'autre, hein, pasteur Nathalie. C'est-à-dire que oui, moi je dis toujours que aller trouver de l'aide dans la société, dans les C3S, ça n'exclut pas l'aide spirituelle ou l'aide de notre pasteur. Les deux, c'est encore mieux, les deux, c'est mieux. C'est absolument... Et aussi pour rassurer un peu les gens, parce que souvent, on a tendance à dire que, bon, si on va vers l'aide dans la société ou dans les CLSC ou voir des gens, on va absolument appeler la police pour le mari. Non. Non, il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent ça. Donc ça, c'est de la fausse information. Donc ici, il s'agit d'avoir beaucoup d'informations, en fait. Absolument. Donc, comme la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Alors, il y a des ressources qui sont là. Évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, on recourt à la prière et encore à la prière et on se met à l'abri jusqu'à ce que la situation se régularise. Voilà pour aujourd'hui, un gros sujet. Est-ce qu'on a donné toutes les réponses? Je ne pense pas qu'on ait donné toutes les réponses. Les cas sont tellement particuliers. Mais au moins, on a une base aujourd'hui. Alors, il y a des ressources nécessaires et la parole de Dieu reste la solution ultime pour chacun de nous. Dieu est amour. Alors, si vous souffrez, que le Seigneur vraiment aujourd'hui amène la guérison, mais que le Seigneur amène une piste de solution dans votre vie également. Évangéliste Dada, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour la contribution et certainement, on va se revoir pour d'autres émissions. Certainement. On a beaucoup à se dire. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. Écrivez-nous coeur7@gmail.com. Vous pouvez nous appeler directement 514-716-2577 et visiter notre page Facebook. Écrivez-nous en privé un commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine émission. Témoignage puissant. Cœur à cœur.
délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur.